Bon, j'ai passé une semaine avec le nouveau BMW iX2, donc aujourd'hui c'est la vidéo essai avec les voitures, les points positifs, les points négatifs. C'est parti, on commence tout de suite. Bon, après cette petite introduction et avant de commencer les points positifs, les points négatifs avec ce iX2, je me dois quand même de replacer un petit peu ce modèle dans la gamme chez BMW. Donc le iX2, c'est donc le deuxième petit SUV compact de chez BMW. En dessous, il y a le iX1 et d'ailleurs, cette voiture est identique au iX1, du moins techniquement. On a les mêmes motorisations et les mêmes batteries sur les deux voitures. C'est-à-dire qu'on a deux versions, une version eDrive 20 et une version xDrive 30. La version eDrive 20, c'est finalement la version certainement la plus intéressante. C'est une version 2 roues motrices, 204 chevaux avec une batterie de 64 kWh. Il n'y a qu'une seule batterie disponible au catalogue. À savoir qu'ici, j'ai la version xDrive 30 chez BMW. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 4 roues motrices. Ici, on a donc une transmission intégrale 313 chevaux avec la même batterie de 64 kWh. Donc c'est tout simple, on aura une moins bonne autonomie sur cette version xDrive 30 que sur la version eDrive 20. Finalement, la différence entre les deux voitures, entre le X1 et le X2, ça sera l'espace à bord et la taille. Globalement, le X2 propose une plus grande longueur, donc vous avez une meilleure habitabilité à l'intérieur, on en parlera juste après. Le X1 est plus court et en plus, il n'est pas coupé. Donc si vous n'aimez pas les SUV coupés, vous pourrez partir sur le X1. Si vous aimez les SUV coupés, vous pouvez partir sur ce nouveau modèle. Les différences aussi entre la version eDrive 20 et xDrive 30, ça sera aussi l'autonomie WLTP, comme je vous l'ai dit. Sur la eDrive 20, on est à 459 km et sur la xDrive 30, on a seulement 10 km de moins. Mais je peux vous dire qu'en réalité, ça sera plus. Finalement, les normes de WLTP sont plutôt favorables, on le sait. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo, soit elle est déjà sortie, non, elle va sortir juste après, normalement, où on vide la batterie jusqu'à 0% pour voir aussi l'autonomie réelle qu'on peut faire avec cette voiture. Et vous allez voir qu'on est loin, finalement, de l'autonomie WLTP, mais ça, c'est logique. Bien entendu, les tarifs, là aussi, il y a une différence, mais on en reparlera juste après. Allez, on enchaîne maintenant avec enfin les points positifs avec ce iX2. Bon, on commence ce premier point positif avec ce iX2 et ça commence par l'intérieur. Clairement, ça a été une très bonne surprise. Bon, globalement, je vous mets une photo de l'intérieur du iX1. C'est la même chose, c'est complètement identique. On avait découvert le iX1 il y a un an lors d'une vidéo essai. Encore une fois, pendant une semaine, j'avais eu la voiture. Là, c'est exactement la même chose. Et finalement, c'est pas plus mal puisque cet intérieur est vraiment réussi. En plus, ici, on a une belle config avec des sièges bruns. La présentation, encore une fois, reste identique. On est chez BMW, donc les finitions, etc., tout est impeccable. Clairement, il n'y a rien à dire. Si on compare un petit peu à Mercedes, finalement, on a quelque chose de différent. Mercedes va plus dans le bling-bling. Ici, on est plus dans quelque chose de un peu plus conservateur, finalement. L'ergonomie est bonne. On retrouve les commandes chez BMW qui est globalement identique et qu'on retrouve encore une fois sur le reste de la gamme, que ce soit sur la i5, même la i7, etc. On retrouve globalement la même ergonomie avec les mêmes boutons. Ici seulement, on a un traitement légèrement moins quali. Les plastiques sont un petit peu plus brut, mais c'est logique puisque ce modèle se place un petit peu plus en entrée de gamme, on va dire, chez BMW. Donc certains points de finition sont légèrement moins bons que sur le reste de la gamme. Mais globalement, ça reste vraiment très bien fini. Et encore une fois, on a de l'espace. Je vous montre à l'arrière avec un plan d'illustration. On a de l'espace pour les passagers. Ça, c'est vraiment cool. On peut s'installer confortablement. À l'avant, pareil, on a de l'espace. Et surtout, le coffre aussi, on a un grand coffre accessible avec un rayon. Donc ça, c'est vraiment cool avec même un double fond pour ranger les câbles de recharge. Gros sujet dans cette voiture, c'est quand même l'infodivertissement. Il faut en parler. Encore une fois, bon, c'est du vu, du revu, du re-revu, puisqu'on connaît maintenant l'interface de chez BMW. Donc globalement, ça fonctionne bien, c'est plutôt réactif. Tout n'est pas parfait, clairement, en termes d'ergonomie. Parfois, faut chercher un petit peu les fonctions. C'est pas toujours évident, mais globalement, ça fait le boulot. Ça marche vraiment plutôt bien. La nouveauté dans cette voiture, c'est quoi? C'est le software qui est différent dans cette voiture. Bon, un peu de hardware aussi, c'est-à-dire que la puce est plus puissante, etc. Mais le soft derrière maintenant repasse sur Google Android Automotive. On connaît, puisque Renault utilise ce système, Volvo aussi. Bon, globalement, c'est un mélange entre Android Automotive et BMW qui a ajouté aussi un petit peu son code. C'est un petit peu flou, je vous avoue. Mais globalement, on a un nouveau système derrière qui permet quoi? Qui permet d'avoir des applications Google dédiées. Ça, c'est cool. Et aussi avoir une meilleure réactivité, que ce soit à l'utilisation et même dans l'interface pour naviguer entre les menus, etc. Bon, c'est pas hyper flagrant, mais c'est vrai que la fluidité est vraiment plutôt bonne dans l'ensemble. Surtout lorsqu'on va sur la map de navigation, clairement c'est agréable à utiliser, ça marche bien et en plus on a un planificateur d'itinéraire. J'ai fait une vidéo road trip, en tout cas long trajet sur autoroute, où je teste en détail ce planificateur d'itinéraire. Globalement je le trouve plus précis, avec de meilleurs choix qu'auparavant, donc j'ai l'impression que BMW a retravaillé justement le planificateur, c'est à vérifier, mais le choix est vraiment pertinent, la voiture optimise vraiment bien le trajet avec des choix de bornes intéressants, donc globalement ça marche vraiment plutôt bien, on peut suivre
les yeux fermés, le planificateur d'itinéraire. Encore une fois, si vous débutez dans l'électrique et que vous avez peur de faire un long trajet pour la première fois, vous rentrez la destination dans le GPS. Encore une fois, ici, je fais un test avec Lyon et vous le voyez que pour aller à Lyon, la voiture me propose mes arrêts recharge avec le pourcentage d'arrivée, de départ, le temps de recharge, la puissance, etc. Donc ça, c'est vraiment cool et appréciable à bord de ce iX2. On notera aussi derrière le volant une instrumentation qu'on connaît aussi, qui est totalement réglable. Il y a pas mal aussi de fonctions dans cet écran. Parfois, ça peut paraître un petit peu chargé, mais on peut s'amuser à régler un petit peu les différentes interfaces. Tout est paramétrable, tout est réglable. Encore une fois, l'ergonomie est plutôt bonne. On trouve rapidement les fonctions. Bon, les amis, maintenant, on est donc sur la route pour parler du deuxième point positif avec ce iX2. Forcément, c'est aussi sur la route que ça se passe avec cette voiture. Et clairement, quel sera le deuxième point positif? Ça sera l'utilisation, la prise en main de la voiture. Il y aura aussi d'autres points en vrac en plus autour de ça. Globalement, en prenant la voiture, on a vraiment un feeling instantané qui se crée. La voiture est très très simple de prise en main. Je ne vois aucun défaut là-dedans aussi. On monte dans la voiture, déjà en plus avec la bonne ergonomie, on retrouve tout de suite ses marques, on s'installe et on peut prendre directement le volant. On est en plus positionné à une hauteur qui, voilà, on n'est pas proche de la route, mais on n'est pas non plus hyper haut. On est sur une position, voilà, petit SUV compact. Moi, j'aime bien parce que ça a le mérite d'être pratique. On domine un petit peu la route et il faut avouer que c'est franchement agréable. Le gabarit, en plus, c'est assez contenu finalement. Bon, ça reste plus gros qu'un Renault Scénic électrique, mais très clairement, on s'y retrouve. La voiture n'est pas non plus d'une largeur, voilà, indécente. La longueur, pareil, on est à 4 mètres, plus de 4 mètres 50, donc clairement, ça va. On reste dans un format assez maintenu. Et en plus de ça, on pourra noter, voilà, tout un feeling et un toucher de route vraiment atypique. C'est du BMW. Donc voilà, on a une petite fermeté qui est bien gérée. C'est absolument pas mou, c'est pas mollasson. C'est pas du tout ferme au point d'être inconfortable non plus. Vous le voyez ici, la route est un petit peu défoncée. Voilà, je sens un petit peu ce qui se passe dans mon siège, mais c'est bien. On a très très peu de bruit finalement. On est très très bien feutré à l'intérieur de la voiture. On a du double vitrage ici. C'est bien insonorisé. Donc même si on est sur un véhicule finalement d'accès chez BMW, il n'y a pas du tout eu de négligence. BMW travaille vraiment ses produits. Et ça se ressent ici. On pourra noter en plus le confort de l'électrique, l'absence de bruit, la réactivité du moteur, ça c'est quand même agréable, on en parlera aussi juste après dans le point. Notez aussi la régénération d'énergie, c'est-à-dire qu'avec cette voiture on peut rouler à une seule pédale. Vous le voyez là, je suis en mode B, donc il y a un mode D et un mode B avec cette voiture. Je suis en mode B à 30 km/h, je relâche, le frein est très très fort, c'est très puissant. Et là, voilà, on est à l'arrêt, donc on a un mode one pedal dans cette voiture. À noter qu'il n'est pas réglable, mais en mode D, il y a une sorte de prise en compte de l'environnement. C'est-à-dire que la voiture lit son environnement. S'il y a une voiture devant, une intersection, etc., la voiture va ralentir d'elle-même en utilisant le frein régénératif. Donc certes, on n'a pas de pédale et de réglage précis de la régénération, mais la voiture s'en occupe elle-même et finalement ça marche tellement bien que je me suis surpris à l'utiliser même en utilisation normale. Pour ceux qui aiment le mode B classique, vous pourrez l'utiliser. Encore une fois, ça apportera un confort encore supplémentaire, mais clairement même en mode D, c'est vraiment super agréable et clairement ça c'est validé. On enchaîne avec le troisième point positif. Je voulais parler quand même du plaisir de conduite qu'on retrouve encore dans cette voiture et c'est ça qui est fort avec BMW, c'est qu'on garde toujours cette âme qu'on retrouve dans tous les modèles, même qu'ils soient électriques. On pourrait penser, ouais, l'électrique, voilà, il n'y a aucun plaisir, c'est fade, on s'ennuie. Mais en fait, pas du tout. BMW apporte vraiment une touche, une patte supplémentaire dans ses voitures. Même qu'elles soient électriques ou non, on retrouve ce côté un petit peu sportif. Et clairement, on s'amuse avec cette voiture. S'il y a 2-3 petits virages, des routes sympathiques, on peut s'amuser. En plus, ici, on est en 4 roues motrices, une bonne monte pneumatique, 313 chevaux. Ça marche bien, on s'amuse. Et regardez, je mets le pied dedans. On a la nuque collée au fauteuil, donc clairement, on s'amuse. Et en plus, vous l'aurez peut-être entendu, on a les Iconic Sound qui sont aussi présents dans cette voiture. Ça, c'est quand même génial. On a plusieurs modes avec le mode sport, personnel, expressive, etc. qui changent un petit peu l'atmosphère à bord du véhicule. Et finalement, on a un peu une sensation sonore, une sensation auditive qu'on retrouve dans ce véhicule. Clairement, on apprécie. Et on se retrouve à accélérer, voilà, pour le plaisir, en restant toujours en sécurité, mais on peut s'amuser clairement dans cette voiture. Et ça, c'est un point positif. Clairement, ça augure de très très belles choses à l'avenir pour BMW. Bon, clairement, un dernier point positif à bord de ce iX2, ça sera les aides à la conduite. À chaque fois que je teste une BMW, je me retrouve à vous dire que c'est un point positif, mais clairement, les aides à la conduite ici, c'est impressionnant.
j'ai le pack Drive Assist Plus. Donc on a tout ce qu'il faut, hein, le régulateur auto-adaptatif qui lit son environnement, qui prend en compte les véhicules de devant. On a le maintien de voie. Donc sur autoroute, vous avez juste à enclencher avec les boutons. Donc ça s'active hyper facilement. Vous enclenchez avec les petits boutons et hop, la voiture gère tout d'elle-même. Elle est dans sa voie, bien centrée au milieu. Elle prend bien les virages, ça marche bien, c'est sécurisant. Il n'y a pas de bip intrusif, c'est pas chiant. Ça se fait très discret. Clairement, c'est hyper agréable à utiliser. Sur le réseau secondaire aussi, BMW a fait un réel effort là-dessus. Et j'ai même l'impression que c'est l'une des seules marques à proposer ça. C'est-à-dire que même sur le réseau secondaire, les aides à la conduite marchent vraiment bien. Donc on a toujours le maintien de voie, le radar auto-adaptatif, enfin le régulateur auto-adaptatif, etc. Mais en plus de ça, on a une lecture de l'environnement. Donc s'il y a un rond-point, une intersection, un stop, etc., la voiture va lire son environnement et va réduire d'elle-même la vitesse. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez juste à gérer la direction. Vous n'avez plus à gérer les pédales. Donc il faut être là physiquement, bien entendu, il faut toujours être attentif. Mais c'est pour vous dire et vous montrer aussi que la voiture est capable de conduire quasiment toute seule dans certaines situations. Et pas besoin de mettre une destination dans le GPS, hein. Ça marche avec le GPS et la lecture des panneaux. Donc clairement, ça c'est impressionnant, ça marche vraiment bien. Parfois ça reste assez lent, donc s'il y a un véhicule derrière, vous allez un petit peu le gêner puisqu'elle prend le rond-point vraiment à 30 km/h. Pareil pour les intersections, mais clairement, ça montre aussi ce que BMW est capable de faire. C'est plutôt une démonstration technique qu'autre chose parce que je pense que réellement, personne ne va utiliser ces fonctions, mais ça montre de quoi est capable BMW et c'est vraiment assez impressionnant. Aparté bien entendu, hein, parc assist automatique, l'auto-reverse, la voiture enregistre les 50 derniers mètres et peut les effectuer en marche arrière automatiquement, les caméras de recul, les radars précis, etc. Ça bien entendu, on est habitué chez BMW à avoir toutes ces petites options. Bon, cinquième et dernier point positif avec ce iX2, c'est la recharge. Qu'est-ce que ça donne? Sur le papier, 130 kW en courant continu et 11 ou 22 kW en courant alternatif, ce qui est vraiment pas trop mal. 22 kW, c'est assez rare, ce qui fait que sur les bornes type 2, on rechargera 2 fois plus vite que généralement les autres modèles de cette catégorie. Donc ça, c'est un gros point positif, à savoir que c'est une option, comme d'habitude chez BMW, il y a pas mal d'options. 130 kW en courant continu, sur le papier, on peut se dire, voilà, c'est pas non plus super élevé. Finalement, ça se passe plutôt bien, puisque globalement, une recharge durera environ 25 minutes. Et la courbe est plutôt bonne en plus, comme dans le reste de la gamme chez BMW, la courbe est bonne, donc finalement, ça recharge vraiment bien, ça recharge vite. Et sur le long trajet, finalement, ça se passe encore une fois plutôt bien. À savoir qu'encore une fois, la batterie n'est pas non plus gigantesque. On le verra dans les points négatifs, ça peut être justement un point négatif, justement au niveau de l'autonomie. Donc heureusement que cette voiture recharge vite, ça compense un petit peu. Néanmoins, au niveau de la recharge, il y aura un point quand même un petit peu plus sombre à prendre en compte. Bon, finalement, le grand public s'en moque un petit peu, mais moi, je l'ai vu. Au niveau de la technique, lorsqu'on branche la voiture sur un superchargeur qui indique la puissance en volts, et on voit que cette voiture, finalement, alors qu'elle repose à la base sur une plateforme 400 volts, on voit que finalement, on est en dessous de 400 volts. Globalement, les voitures électriques reposent sur des plateformes de 400 ou 800 volts. Ça apporte globalement différents avantages, notamment en 800 volts, réduction des sections de câbles, ça recharge plus vite, plus fort, etc. Globalement, en 800 volts, sur les voitures qu'ils proposent, comme les plateformes IGMP chez Kia, etc., on peut exploiter la puissance maximale des superchargeurs. Donc ça, c'est cool. N'importe quel chargeur, même s'il n'est pas hyper ultra rapide, on va dire, vous exploiterez la puissance au max. La plage de puissance disponible est proposée par le chargeur. Ici, en l'occurrence, sur cette voiture, on n'est même pas à 400 volts. Donc finalement, qu'est-ce que ça donne en réalité, en usage normal? Quel est l'impact? Ça veut dire que vous n'aurez pas toute la puissance lorsque vous allez vous brancher sur des chargeurs, par exemple 50 ou 100 kW. Pour avoir toute la puissance et exploiter donc les 130 kW proposés par la voiture, il faudra aller sur des superchargeurs. Les bornes Unity, les bornes Alpitronic qui proposent une puissance au-delà de 300 kW. Donc voilà, ça c'est un point à prendre en compte, parce que finalement, lorsque vous vous branchez un petit peu à droite à gauche, vous allez être bridé dans votre recharge, et là pour le coup, les recharges vont durer un petit peu plus longtemps, donc ça peut être un point négatif quand même à prendre en compte, c'est important. Voilà, donc globalement pour terminer la partie recharge, j'ai quand même décidé de la mettre dans les points positifs, parce que voilà, c'est pas dramatique, et finalement en utilisation normale, en usage vraiment classique avec la voiture, on s'en rend pas vraiment compte, et encore une fois, ça se passe plutôt bien. Bon, parlons maintenant des points négatifs avec ce BMW iX2. Bon, pour être honnête, en préparant la vidéo, j'ai pas réussi à trouver 5 points négatifs avec cette voiture. J'en ai trouvé que 3 principaux quand même. Bon, c'est pas vraiment des points négatifs, c'est des points que j'apprécie un petit peu moins avec ce iX2. Donc globalement, voilà, on va en parler. On va commencer par le design. Vous avez vu, on n'en a pas encore parlé dans cette vidéo et je trouve que le design, pour moi, il y a un point un petit peu plus négatif sur cette voiture par rapport aux autres points. Vous le savez, on est sur une BMW, donc au niveau de la face avant, clairement, on reconnaît une BMW, puisqu'on a
l'identité classique avec les haricots, etc. on connaît. Globalement, la face avant, voilà, est plutôt réussie. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à son frère, hein, le iX1. C'est à peu près la même chose, même si ici, ça évolue très légèrement. Surtout, ce qui se passe sur cette voiture, et ce qui est un petit peu plus dérangeant finalement, c'est à l'arrière. On est donc sur un SUV coupé, c'est la mode, hein. Toutes les marques maintenant proposent des SUV coupés, mais certains modèles sont plus réussis que d'autres. Ici, finalement, chez BMW, je trouve que ça se passe un petit peu moins bien. Voilà, et c'est pas seulement, je trouve, un avis personnel, je pense que c'est l'avis qui est partagé généralement par le public, par même voilà, la presse, etc. quand le modèle a été présenté. C'est vrai qu'on a tout de suite été surpris par le design à l'arrière. La coupe est assez étrange, la forme des optiques, les optiques sont assez volumineuses, alors qu'on connaît justement BMW qui a l'habitude de faire des optiques assez fines, assez effilées sur ses dernières générations de modèles, mais ici on fait une sorte de retour en arrière, on reprend des optiques volumineuses et finalement c'est assez étrange sous certains angles, sous certaines formes. Et finalement le design, voilà, c'est pas un gros coup de cœur sur cette voiture. On va s'y habituer avec le temps et finalement ça se passe plutôt bien. Mais clairement il y a d'autres modèles chez BMW, mais aussi chez les concurrents qui sont, je trouve, plus réussis que ce X2. Bon, pour le reste, hein, bien entendu, sur le côté, etc., vraiment, ça se passe plutôt bien. Le design reste quand même plutôt réussi dans le sens où la voiture est assez racée, encore une fois, sous certains angles. Elle est pas très haute en plus. Voilà, on est sur une sorte de crossover. Donc voilà, c'est vraiment sur l'arrière, hein, la face arrière et le trois quarts arrière que je trouve, voilà, ça passe un petit peu moins. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Je vous invite à ce qu'on continue les points négatifs. Cette fois, sur la route, il y a quelques points à aborder. Bon, maintenant on enchaîne avec les points négatifs et on est donc sur la route et je voulais parler des consommations et de l'autonomie. Encore une fois, c'est pas un gros point négatif à bord de ce iX2, ça reste plutôt correct, mais c'est vrai qu'on a déjà vu mieux dans cette catégorie. Alors globalement ici avec ma version xDrive 30, on est en 4 roues motrices, avec les jantes de 20 pouces, la monte automatique assez importante, etc. Donc on n'a pas une efficience qui est vraiment folle dans cette voiture. Globalement, en mixte, en ville et sur route, on sera à 18,2 kWh au 100 de consommation. En tout cas, moi, c'est les consommations que j'ai eues lors de mon essai. Il faudra tabler sur 300 à 320 km d'autonomie en circuit mixte. Voilà. Donc c'est plutôt correct, mais c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu limite pour certaines utilisations. Clairement pour le grand public ça fait le boulot, moi clairement pour mon utilisation ça fait largement le boulot et je pense que pour vous aussi. Mais par exemple pour un professionnel etc, je pense que cette voiture est aussi destinée pour les professionnels. Beaucoup de flottes d'entreprises, de professionnels qui se déplacent beaucoup, je pense que ça peut être parfois un petit peu limite, surtout en conditions hivernales. Donc clairement partez plutôt sur la version 2 roues motrices qui sera moins gourmande. Sur autoroute qu'est-ce que ça donne? Et ben dans de bonnes conditions finalement ça se passe plutôt bien. Parce qu'en ayant le vent dans le dos, etc., on sera à 18-20 kWh au 100 de consommation à 120-130 km/h, parce que moi j'ai roulé en Belgique. En Belgique, c'est 120. Et clairement, avec le vent dans le dos, 120 km/h, on a des consommations plutôt correctes. Un 18-20, c'est pas trop mal. Si on fait une moyenne sur toute l'année, à 130 km/h, voilà, avec le vent un petit peu défavorable, je pense qu'il faudra tabler plutôt sur plus de 20 kWh au 100. Voilà, 20-24 kWh au 100 certainement, en utilisation plus normale. Donc voilà, avec cette consommation-là, il faudra tabler sur des arrêts recharge tous les 200-220 km au maximum si on fait une moyenne globalement sur toute l'année. Encore une fois, on a vu que la recharge dans les points positifs, ça se passe plutôt bien et finalement c'est plutôt rapide. Donc finalement ça va plutôt bien se passer. Mais voilà, si vous êtes un gros rouleur, que vous voulez taper plus de 300 km entre chaque recharge, et bien finalement ce véhicule va vous sembler un petit peu limite pour votre utilisation. Encore une fois, c'est pas mauvais. Clairement pour une famille, pour partir en vacances, 1, 2, 3 fois par an, pour partir en week-end, etc. Clairement ça fait le boulot et il ne vous faudra pas plus. Voilà, vous aurez à peu près 2 heures de roulage, mais pas plus. Encore une fois, je pense que du côté de la version iDrive 20, vous aurez une meilleure conso, mais surtout aussi en étant un petit peu patient. On en parlera dans la conclusion. Il y a les nouveaux modèles chez BMW, de nouvelles plateformes qui seront dédiées à l'électrique, qui seront certainement aussi plus efficientes que celle-ci, qui est une plateforme multi-énergie, qui commence à devenir un petit peu ancienne. Donc forcément, on a des pertes qui sont pas négligeables. Et finalement, on est plutôt sur un véhicule thermique qui a été adapté à l'électrique. Donc les consommations, l'efficience ne sont pas au top niveau par rapport à ce qui se fait chez d'autres concurrents. Donc peut-être soyez un petit peu patient. Après, si vous avez un réel besoin, prenez ce véhicule, bien entendu. Mais voilà, si vous êtes patient, attendez peut-être 2025, les nouveaux modèles, les nouveaux SUV compacts qui arriveront chez BMW, qui proposeront, je l'espère, une meilleure efficience. Bon les amis, petit point sur l'autonomie, voilà, petite précision, donc avec le Max du futur. Voilà, j'ai conduit la voiture encore quelques jours supplémentaires, j'ai fait d'autres trajets autoroutiers à 130 km/h. Et voici un trajet autoroutier type, 130 km/h, une consommation d'un peu moins de 23 kWh au 100, voilà. C'est ce qu'on aura globalement avec ce iX2 en moyenne sur toute l'année, voilà, en usage plutôt classique. Donc voilà, c'est pas mauvais, mais c'est clairement pas non plus excellent. Et finalement, il faudra tabler sur des arrêts recharge tous les 200-220 km environ, ce qui peut peut-être poser problème sur
pour certaines personnes qui aiment rouler, faire de gros runs entre guillemets entre chaque arrêt recharge. Finalement ici pour un gros rouleur, il faudra s'arrêter un petit peu plus régulièrement. Voilà, encore une fois, version 2 roues motrices qui sera moins gourmande que cette version ici 4 roues motrices. Mais on garde toujours d'ailleurs cette même batterie d'un peu plus de 60 kWh de capacité, ce qui peut être parfois un petit peu limite pour certains usages, notamment les professionnels. Bon, on se retrouve à nouveau sur la station de recharge pour parler du dernier point négatif avec cette voiture. C'est bien entendu les tarifs. C'est une voiture qui forcément coûte cher. Bon, on est chez BMW, donc on est un petit peu habitué. Ici, on est sur une version à plus de 71 000 € dans cette version équipée comme ici précisément. Mais quand même, faut noter un petit peu l'effort de BMW pour essayer de faire rentrer cette voiture, comme le X1, dans finalement le bonus écologique. Parce que oui, cette voiture est éligible. Ce qui fait que cette voiture, finalement, en version entrée de gamme, ça peut être un plutôt bon choix finalement. Mais pourquoi j'ai décidé de la mettre dans ce point négatif, c'est que les prix s'envolent très rapidement, puisque pour avoir un véhicule équipé de façon quand même assez décente, il va falloir rajouter pas mal d'options. Et finalement, les prix vont rapidement s'envoler. Et on voit que ici, finalement, on s'envole à plus de 70 000 € pour un véhicule comme celui-ci, avec encore une fois une autonomie qui n'est pas forcément gigantesque. Ça peut quand même représenter un sacré budget. Après, encore une fois, on a le logo BMW, donc vous avez une certaine image de marque quand même derrière. C'est un véhicule allemand qui est encore une fois bien fait, bien construit, fiable, qui est sérieux, donc voilà. Mais le logo BMW se paye et se paye peut-être au prix fort. D'ailleurs, petit point sur les tarifs, en version e-drive 20, on commence à 46 900 €, donc encore une fois, on est juste en dessous de la barre fatidique des 47 000 € pour accéder au bonus écologique. Et à savoir, pour la version X-Drive 30, qu'on débute à 59 150 €, donc là, encore une fois, les prix s'envolent. Et encore une fois, je recommanderais cette version 4 roues motrices uniquement si vous habitez en montagne ou que vous avez vraiment un besoin particulier. Voilà, honnêtement, la puissance sera largement suffisante sur la version propulsion 204 chevaux. Donc encore une fois, pour conclure, voilà, c'est pas un mauvais véhicule, encore une fois, vous le voyez, plus de points positifs que de points négatifs, c'est pas surprenant. Oui, bien entendu, on peut trouver mieux à ce prix, il y a des véhicules moins chers. Voilà, on pense aussi par exemple au Tesla modèle Y, qui globalement vous proposera une meilleure prestation du point de vue électrique. Mais voilà, vous n'aurez pas le blason BMW, la finition BMW qui suit derrière. Donc voilà, c'est un plutôt bon véhicule. Encore une fois, le X1, pour ceux qui n'aiment pas les versions coupées. Voilà, c'est un véhicule que je recommande. Même si encore une fois, peut-être que la base devient un petit peu vieille, peut-être un petit peu de patience pour ceux qui sont justement patients avec les nouvelles plateformes, les nouvelles générations de BMW qui vont commencer à arriver là dans les mois, dans les années à venir. Donc voilà, mais si vous voulez déjà partir sur un modèle électrique chez BMW, ce modèle est clairement recommandable. Voilà, c'était tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de visiter un petit peu la description, les liens vers les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao!